introduire mon propos, je vais rappeler un paragraphe de l'argumentaire proposé pour ce colloque. Se demander jusqu'à quel point une œuvre relève de l'adaptation du roman de Shelley ou d'une projection de la part du lecteur ou du spectateur, de la lectrice dans ce cas-là et de la spectatrice. Si vous connaissez le film de Christopher Nolan dont je vais parler, donc Le Prestige sorti en 2006, vous pourriez effectivement vous demander jusqu'à quel point ce film de Nolan relève de l'adaptation du roman de Shelley, auquel il n'est jamais fait allusion dans le film et très rarement dans la littérature critique, avec l'exception notable du journaliste de cinéma bien connu de l'Observer, Philip French, qui parle de Frankensteinian hubris. Je pense cependant, et ça va être mon argument, que la figure de Frankenstein est un des sous-textes du film de Nolan et que d'une certaine manière, il peut éclairer l'une des potentialités du roman de Shelley. Je vais donc m'employer à explorer cette dimension avec vous et tâcher de vous convaincre. L'histoire de The Prestige, qui commence en 1887 à Londres, s'organise autour de la rivalité obsessionnelle entre deux prestidigitateurs, Borden d'un côté, Angier de l'autre, reconnus du tout Londres. À la fin du XIXe siècle, les spectacles de magie sont extrêmement populaires dans le sillage de John Henry Anderson à Londres, de Jean-Eugène Robert Houdin à Paris ou de, plus tard aux États-Unis, Harry Houdini. Chacun des deux illusionnistes du Prestige, The Professor pour Borden, c'est son alias, c'est son nom de scène, The Great Danton pour Angier, veut être le meilleur et espionne l'autre sans vergogne, n'hésitant pas au passage à le piéger ou à blesser des participants. Michael Caine, qui joue Cutter, un ingénieur, c'est-à-dire le technicien qui construit les tours avec le magicien et l'assiste dans les coulisses et connaît tous ses secrets, explique en voix off dans le prologue du film, auquel je reviendrai bien plus tard, qu'un tour de magie se décompose en trois parties. The Pledge, la promesse, le magicien présente quelque chose d'ordinaire que chacun peut vérifier, en montant sur scène éventuellement. The Turn, le revirement, la chose présentée disparaît de manière extraordinaire, inexplicablement, laissant les spectateurs bouche bée et un peu inquiets. Puis The Prestige, le prestige, c'est-à-dire le retour époustouflant et tout aussi incompréhensible de ce qui avait disparu, provoquant soulagement et émerveillement chez les spectateurs. Pour réussir, il faut avoir une inventivité technique, une inventivité et une technique irréprochables, c'est la grande qualité de Borden, et savoir faire monter le suspense dans le public. Angier est un excellent showman. Pour impressionner ainsi leur auditoire, les deux magiciens Borden et Angier sont à l'affût de toutes les inventions techniques possibles et une des scènes du film les voit assister à une démonstration publique des merveilles du courant alternatif, The Wonders of Alternating Current, grâce à une installation inventée par Nikola Tesla, le seul personnage réel du film interprété par David Bowie. Tesla a travaillé pour Edison, mais il a rompu avec lui pour pouvoir promouvoir justement le courant alternatif et ainsi transporter l'électricité. La démonstration est spectaculaire. Des arcs électriques traversent la scène entre deux pylônes métalliques au grand effroi du public. Et les deux illusionnistes se rendent compte immédiatement du potentiel visuel d'une telle installation pour la mise en scène de leur spectacle. On verra plus tard dans le film comment chacun d'eux l'utilise. Quant au spectateur du film de Nolan, il est mis en présence pour la première fois d'un de ces signifiants culturels flottants, pour reprendre une expression de Jean-François Bayon, lié à la tradition frankensteinienne, celui de l'arc électrique présenté à la fois comme source de magie et ou de miracle scientifique. Plus tard au cours du film, le spectateur verra Angier se rendre à Colorado Springs où Tesla a installé son laboratoire afin qu'il lui construise une machine qui lui permettra de parfaire son illusion de l'homme transporté. Borden réussit ce numéro mieux que lui de manière inexplicable et Angier veut une machine qui le télétransporte réellement, ce que Tesla accepte de construire. La première apparition de Tesla, jouée donc, comme je l'ai dit, par David Bowie dans le film, est spectaculaire et l'apparente à la figure du savant fou et de l'inventeur génial, et plutôt l'inventeur génial que le savant fou. Comme le dit Cutter,
Tesla is a wizard. Sa machine, dont le levier commutateur à bascule filmé distinctement plusieurs fois fait écho à l'affiche du colloque, et ses arcs électriques spectaculaires rattachent le film de Nolan à toute une tradition à la fois iconique et scientifique liée à la figure de Frankenstein. L'image des arcs électriques se chevauchant au-dessus du corps inerte auquel le savant cherche à donner vie existe depuis les premières adaptations du roman de Mary Shelley. Le roman lui-même, comme vous vous en souvenez, est très vague sur la façon dont Frankenstein anime la créature. Il est question de « spark of being ». Mais dans un passage très connu de la préface de 1831, Mary Shelley fait référence au galvanisme, c'est-à-dire à la découverte que le corps humain est conducteur et ou créateur d'électricité, ce qu'on entend Tesla dire là. Conducteur ou créateur, suivant qu'on se range du côté de Galvani ou de Volta. Ces expériences et l'idée que l'électricité était une sorte de fluide, quelquefois appelé fluide animal, étaient donc familières et largement discutées dans les cercles scientifiques et philosophiques auxquels les Godwin Shelley appartenaient. Tout cela est très connu. Il n'est donc pas étonnant que dès les premières adaptations théâtrales du roman, des effets pyrotechniques plus ou moins spectaculaires, simulant les éclairs et les effets de l'électricité, firent partie intégrante des adaptations du roman. Comme le dit Susan Tyler Hitchcock, by the end of 1823, 5 different retellings of Frankenstein had animated the London stage. Certain elements remained constant: an ugly and oversized created being, the centrality of lightning and electricity to events in the story, and the intimate psychological relationship between creator and creation. C'est le deuxième argument qui nous intéresse pour l'instant, mais je reviendrai aux deux autres. L'importance de la mise en scène des pouvoirs de l'électricité se retrouve dans l'adaptation cinématographique de 1931, James Whale Universal, il en a été connu, dont le créateur des effets spéciaux, Strick Faden, s'est inspiré des inventions technologiques de Nikola Tesla. Nikola Tesla n'arrêtait pas de déposer des brevets, et donc il était connu. Et donc le spécialiste des effets spéciaux du film de James Whale s'est servi de ces brevets et de ces anneaux, ces spirales métalliques et ces tubes cathodiques, générant du courant à haute tension qui faisait prendre Tesla pour un fou. Ce lien factuel discret entre le film de Whale et celui de Nolan vient renforcer ce qui, dès la première séquence où l'on voit la machine de Tesla, est évident. The Prestige est bien ce que Jean-François Bayon appelle un Frankenfilm, c'est-à-dire un film qui revisite un système flottant d'icônes agrégées autour du mythe de Frankenstein, ici de manière à la fois visible et cachée. Visible et caché, car bien que le spectateur voit plusieurs fois la machine en action, il ne comprend son fonctionnement et sa finalité que très tard. Ce qui semble n'être au début qu'un moyen spectaculaire pour le magicien de détourner l'attention du public sur ce qu'il fait vraiment, se révélera au bout du compte être au cœur de l'hubris frankensteinienne, pour reprendre les termes de Philip French. Real magic, dira un propriétaire de salle de théâtre, qui conseille à Angier de camoufler un peu la puissance de son tour. You will have to dress it up a little, disguise it, give them enough reason to doubt. Nous reviendrons là-dessus. Give them enough reasons to doubt. Nous-mêmes, nous doutons en tant que spectateurs. Le suspense dans notre compréhension de l'intrigue est dû à une trame narrative non linéaire, construite en un système de lignes temporelles emboîtées les unes dans les autres, qui rappelle évidemment d'autres films de Nolan comme Memento, Inception ou Interstellar. Mais cela rappelle ce qui a été rappelé par Sylvie par exemple ce matin, la structure du roman de Mary Shelley. On se souvient que le journal de Walton, qui ouvre et clôt le roman, contient la narration de Frankenstein, qui elle-même présente le récit de la créature, qui aussi raconte l'histoire de Félix et de Safia. Le film, de la même façon, s'ouvre sur un prologue qui définit la structure ternaire d'un bon tour de magie dit en voix off par Cutter, j'en ai parlé. On le voit illustrer son propos, on voit Cutter illustrer son propos en faisant disparaître et réapparaître un canari devant une petite fille.
Cette scène appartient à une ligne temporelle qui met en fait la fin de l'histoire en scène, c'est-à-dire le procès de Borden, accusé du meurtre de Angier, son rival de toujours. On retrouvera cette séquence en épilogue où le père de la petite fille qui regardait le tour, Borden, viendra la chercher à la fin de la démonstration. Comme dans Frankenstein, où la voix de Walton conclut le récit et annonce qu'il renonce à poursuivre son expédition, celle de l'ingénieur Cutter ramène le spectateur au début du film et à une scène domestique de transmission. La boucle est bouclée. Entre-temps, le film s'est structuré en une série de flashbacks qui mêlent deux autres lignes temporelles passées qui reviennent sur ce qui a précédé le procès. L'une est celle du journal de Borden, que Angier s'est procuré et dont la lecture va l'envoyer en Amérique à la recherche de Tesla. L'autre est celle du journal d'Angier, que Borden lit en prison et qui lui fait douter de l'authenticité du journal, Angier étant censé être mort. Chacun des deux protagonistes s'est arrangé pour que l'autre lise son journal et y réagisse, ce qui permet à Nolan d'entrelacer 4 points de vue. Ceux des deux scripteurs des journaux et ceux inversés de ces mêmes scripteurs en lecteurs cette fois-ci. Le dispositif de Mary Shelley n'était pas aussi compliqué, mais le principe est le même. La multiplication des locuteurs et la structure gigogne de la narration permet d'inverser les points de vue, de créer des effets structurels d'écho, de miroir, de répétition, de renversement propice à la remise en cause de l'unicité du réel et des identités. Ceci constitue un deuxième point de convergence entre Frankenstein et Le Prestige, que Nolan porte à un point d'incandescence assez marqué. Timothée Girardin, qui lui a consacré un ouvrage, intitule l'un de ses chapitres « Le labyrinthe des subjectivités ». Le réel est toujours morcelé et échappe à l'entendement d'un unique point de vue. Seul le principe du multiple permet d'approcher la vérité. Et ici, Nolan revisite de façon intéressante, me semble-t-il, la figure du double. Dans les deux récits, le savant et le magicien, sans cesse tendus vers une volonté de surpassement du récit, c'est-à-dire Mary Shelley et Nolan, le savant et le magicien, sans cesse tendus vers une volonté de surpassement jamais satisfaite, toujours à la recherche de secrets à percer, secret de la vie, secret de l'illusion parfaite, secret de la création, se trouvent face au miroir de leur obsession. Leur créature, leur rival, leur sacrifice. Une autre voix vient contrer leur désir de puissance, construite dans la narration comme un double obscur dont ils ne peuvent se séparer. Et ici, on retrouve the intimate psychological relationship between creator and creation dont j'ai déjà parlé. Comme la créature de Frankenstein poursuit sans relâche son créateur qui l'a abandonné, qui, à son tour, le poursuit, Angier poursuit et épie sans cesse Borden, qu'il rend responsable de la mort de sa femme lors d'un tour de magie qui s'est fini tragiquement alors qu'ils débutaient tous deux leur carrière. Elle est morte noyée dans une cuve d'eau d'où elle aurait dû se libérer. Ils travaillaient tous deux pour le même magicien et c'est Borden qui avait fait les nœuds de Julia. Angier se venge en blessant la main de Borden sur scène. Ils ne cesseront plus de chercher à se surpasser l'un l'autre, à connaître les secrets et à se nuire mutuellement. Cette obsession les mène à sacrifier leur compagne et leur famille, à l'instar de Frankenstein. Comme le dit Olivia, la compagne d'Angier, qui l'envoie espionner Borden, qui tombe amoureuse de ce dernier et qui finit par les quitter tous les deux, « You two belong together ». On retrouve l'une des constantes du récit frankensteinien dans cette obsession mutuelle. Donc le thème du double a souvent été évoqué à propos du roman de Shelley sous l'angle de la division, la créature représentant l'hideuse incarnation de mon propre esprit selon Frankenstein et une version immonde de l'être de son créateur pour la créature. Ils seraient les deux côtés de la même médaille, idée que la pièce de Nick Dear, mise en scène par Danny Doyle, dont Jean-François a parlé dans son propos introductif, en 2011, idée qui a été reprise avec deux acteurs, alternant chaque soir les rôles de Victor Frankenstein et de la créature. De la même façon,
Borden, l'inventeur, et Angier, le showman, s'opposent et se complètent parfaitement. Mais il y a plus que ça dans le film de Nolan. Les doubles et les effets de miroir abondent, comme je l'ai dit. Non seulement Borden et Angier sont intrinsèquement liés, chacun constituant la moitié d'un autre idéal, mais de plus, chacun est dédoublé de manière différente et à des moments différents. Comme nous l'avons dit, Borden invente le tour de l'homme transporté. Son tour est impressionnant parce qu'en fait, ils sont deux, lui et son jumeau. Chaque soir, ils intervertissent les rôles. L'un est Borden, l'autre son ingénieur discret, Fallon, qui ne parle jamais. Ils peuvent ainsi prétendre disparaître d'un côté de la scène en lançant un chapeau et réapparaître de l'autre côté de la scène pour le rattraper. L'effet est saisissant et leur spectacle obtient un grand succès. Mais ce secret a un prix. Quand Angier, déguisé en spectateur, blesse Borden au cours d'un numéro avec un revolver chargé et lui fait perdre 2 doigts, le spectateur verra, ou la spectatrice, dans un flashback tardif que le deuxième jumeau a dû se sectionner 2 doigts. Quand Sarah, la femme de Borden, se rend compte que son mari ne l'aime que par intermittence, 1 jour sur 2, elle finit par se pendre. Et Borden se retrouve veuf comme Angier. L'illusion et le secret parfait impliquent des sacrifices radicaux. Pour garder son secret, le magicien doit se dédoubler, se séparer de lui-même et sacrifier quelque chose de son identité. Le cas de Angier est plus spectaculaire, mais il reprend le même schéma. Tout d'abord, Angier est déjà dédoublé socialement. Pour mener à bien sa carrière de magicien, il cache ses origines aristocratiques. Il est en fait Lord Coldwell, dont la fortune lui procure les moyens de financer les recherches de Tesla. Revenu de Colorado Springs en possession de la machine qu'il a commandée, il peut monter un tour éblouissant qui laisse tous les spectateurs, y compris les plus avertis comme Borden, sans voix. Il se place au milieu de l'installation de Tesla, au milieu des éclairs et du faisceau d'arc électrique. Il disparaît, le noir se fait, et il réapparaît quelques secondes plus tard au fond de la salle de théâtre, au balcon ou dans une loge, là où un projecteur l'attrape. Aucun trucage ne peut expliquer qu'il ait pu parcourir cette distance en si peu de temps. C'est littéralement de la sorcellerie. En fait, la machine duplique Angier et lui permet de se déposer là où il a réglé la distance à l'avance. Ce que le spectateur du tour ne voit pas, c'est qu'une trappe s'ouvre et Angier glisse dans une cuve pleine d'eau où il se noie, comme Julia, sa femme, au début de sa carrière. Et dans la scène ultime d'explication entre les deux magiciens, on comprend qu'Angier se tue de cette façon tous les soirs et qu'une copie exacte de lui-même le remplace devant le public. Le dédoublement est ici radical et relève véritablement de la magie, c'est-à-dire de la science-fiction. Dans un flashback, on le voit essayer la machine pour la première fois. On a déjà vu cette scène, mais coupée. Et d'ailleurs, on verra plusieurs scènes coupées et rallongées. C'est-à-dire que le film de Nolan est aussi basé sur la répétition. Cette fois-ci, Nolan va jusqu'au bout de cette première duplication. D'abord, sidéré face à son clone, Angier, mais lequel, et le montage fait qu'on ne sait pas lequel, se saisit de son revolver et abat son double. On peut s'interroger sur ses réactions. Est-il horrifié face à une vision paroxystique d'inquiétante familiarité et il tire sur son double? Ou bien comprend-il immédiatement qu'ils ne peuvent pas coexister dans le même espace-temps et logiquement, il s'en débarrasse? Heather Dwyer-Human, dans son ouvrage sur le double au XXIe siècle, affirme que la figure du double est désormais plus associée aux inquiétudes liées au clonage et au progrès de la biotechnologie en matière de reproduction qu'à la peur de la perte d'identité. Quoi qu'il en soit, tous les soirs, après le spectacle, une caisse hermétiquement fermée est transportée par des serviteurs aveugles et difformes, encore un signe de Frankenstein, et prend le chemin du domicile d'Angier. Elle est entreposée avec des dizaines d'autres dans une cave. Angier vit dans une maison pleine de cadavres cachés.
ce qui jette le film immanquablement du côté du gothique. Cette prolifération de clones, il a annoncé sans représentation, a un prix à nouveau. Et comme il le dit à Borden dans son ultime confession, « It took courage to climb into that machine every night, not knowing if I'd be the man in the box or in the prestige. Do you want to see what it cost me? You didn't see where you are? Did you look ?» demande-t-il en désignant la rangée de cuves-cercueils qui l'entourent. Ici, et de façon plus littérale, le secret du double est le double, mais sa disparition est essentielle. Sa présence est à la fois nécessaire et en trop au moment du prestige. Le secret génère le double et le nie. L'acte de création, celui du monstre ou de l'illusion, est basé sur cette double contrainte, cette violence extrême, nécessaire pour offrir le spectacle à la fois énivrant et terrifiant de l'impossible. Il déchire la cohérence du monde en ouvrant sur des possibilités inconnues. Il libère de la dureté implacable du monde, et ça, ce sont les dernières paroles de Angier. « You never understood why we did this. The audience knows the truth. The world is simple, miserable, solid all the way through. But if you can fool them, even for a second, then you can make them wonder. Then you got to see something very special. You really don't know? It was the look on their face. » La figure du double est à la fois sacrificielle et émancipatrice, comme celle du nouveau Prométhée. Le Angier qui fait cette ultime déclaration est le résultat d'une centaine de reproductions de lui-même, et le spectateur peut s'interroger sur le statut du personnage qu'il voit. Une copie épuisée de lui-même, un magicien devenu monstrueux, an ugly and oversized created being. Ici, le double créé n'est pas plus grand que nature, mais plus nombreux que nature, démultipliable à l'infini. Man's reach exceeds his imagination. Comme l'expose Cutter en voix off finissant sa démonstration en clausule du film, now you're looking for the secret, but you won't find it because, of course, you're not really looking. You don't want to work it out. You want to be fooled. Le secret véritable, l'hubris ontologique, reste tué. Elle a brûlé dans le bûcher funéraire de Frankenstein. Elle a été détruite dans l'incendie du laboratoire de Nikola Tesla, qu'on voit un moment à l'écran. Elle a été dissoute dans l'incendie de la maison d'Angier en fin du film. Les conséquences de cette hubris ontologique doivent être voilées, transformées en illusion. « Dress it up a little », avait dit le propriétaire du théâtre. Alors, dans ma dernière partie qui va être courte, je vais reprendre ce « dress it up a little », parce que c'est ce que Nolan nous apprend de l'essence du cinéma, si proche de l'art des magiciens. Et dans le prologue, Nolan nous montre le tour d'Angers en montage alterné avec la démonstration de Cutter, mais nous ne comprenons qu'à la fin, éventuellement, que c'est tout le film qui est le prestige de ce jour précis où Angier piège Borden et ne réapparaît pas au fond du théâtre afin de le faire accuser de son meurtre. La troisième partie du tour, c'est le film. The Prestige est donc un film qui, comme Eyes Wide Shut, par exemple, de Kubrick, nous montre à la fois les plaisirs et l'illusion du cinéma. Il nous propose une démarche socratique où il est donné au spectateur de se rendre compte de la puissance de l'escamotage et de l'illusion, mais où il accepte et choisit de se laisser duper en même temps, ce qui est aussi une forme de vérité à soi. Mais ceci est un autre sujet. Je vous remercie.